Alors au départ, mon idée, c'est de rédiger une autobiographie sans prétention particulière, autre que de montrer à quoi ressemblait la vie à la fin du XXe siècle. Ma vie n'est pas suffisamment exceptionnelle pour justifier d'écrire un livre, mais je pense qu'elle est suffisamment diversifiée pour intéresser le lecteur et pour apporter un témoignage vivant de ce qu'était la vie au tournant du XXIe siècle. Et puis, en l'écrivant, en décrivant ma jeunesse, ma vie d'étudiant, ma vie professionnelle, je me suis rendu compte que j'évoquais très très souvent le gap énorme qui existe entre la vie que nous menions dans les années 70-80 et la vie d'aujourd'hui. L'origine de ce gap, c'est bien évidemment l'évolution des technologies, c'est l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Ce qui m'intéressait n'était pas de décrire ou d'expliquer ces phénomènes que tout le monde connaît, mais de montrer un petit peu quel était l'impact de ces nouvelles technologies sur les comportements humains et sur les relations. Alors, je l'ai développé dans le monde de l'entreprise et du management parce que c'était l'essentiel de ma vie, mais j'aborde aussi des aspects politiques, des aspects économiques, des aspects culturels. Ce n'est pas à proprement parler un livre académique qui traite de tous ces sujets. C'est d'abord et avant tout un récit, c'est le roman de ma vie. Ça se lit comme un roman, à part que c'est du réel, mais c'est émaillé d'idées, de remarques et de questionnements que j'invite le lecteur à partager avec moi. Et puis, c'est aussi l'occasion de voyager, puisque le livre se passe à Lyon et aux environs de Lyon, et puis un petit peu au Gabon et un petit peu en Nouvelle-Calédonie. Et au-delà de l'aspect exotique de la découverte de ces contrées lointaines, c'est aussi l'occasion d'élargir son regard sur les problématiques des autres régions du monde. Alors le déclencheur de ce livre, c'est une petite phrase prononcée par une coach à l'école de commerce de Lyon lors d'un stage de préparation à la retraite. Au passage, les stages de préparation à la retraite, c'est très peu développé, mais c'est très utile. Et donc cette coach qui s'appelait Béatrice, un jour elle s'est interrompue et elle nous a dit « Au fait, avant que j'oublie, ceux parmi vous qui auraient envie d'écrire, allez-y, parce que jusque-là vous n'aviez pas le temps, et bientôt, vous n'en aurez plus l'envie. Alors, franchement, allez-y. » Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais dès l'après-midi, j'étais sur mon ordinateur et je commençais mon livre de 400 pages. En fait, j'ai toujours aimé le français. Je tiens ça de ma maman qui m'avait appris des poèmes de Verlaine et de Rimbaud, des passages de Racine, de Corneille, etc. Mais tout ça était enfoui sous 40 ans de management, de gestion et de finance. Et finalement, Béatrice, comme avec une allumette, a fait rejaillir la flamme de la littérature chez moi. Alors je pense qu'il n'y a qu'un seul message, mais que bien évidemment, oui, il sera reçu de façon très très différente. Le message principal du livre, à mes yeux, c'est un message d'optimisme pour dire que la vie vaut la peine d'être vécue, quelle que soit la période dans laquelle on est tombé, si j'ose dire. Et je crois par-dessus tout qu'il n'y a rien de positif dans la nostalgie du passé, ni dans le rêve de jours meilleurs, parce que la vie se vit au présent et qu'elle mérite d'être vécue. Alors ce message, évidemment, il est reçu par les gens de ma génération relativement facilement parce qu'ils ont vécu la même chose que moi. Nous avons vécu une période relativement heureuse, il faut le reconnaître. Et donc, ils regardent le monde avec à travers le même prisme que moi, et ils sont contents de retrouver un certain nombre d'événements qu'ils ont vécus, peut-être différemment, et souvent ils m'en parlent. Les premiers lecteurs m'envoient des messages pour me dire « Tu étais à tel endroit, j'y étais aussi, je l'ai vécu comme ceci, je l'ai vécu comme cela ». Et finalement, ça nous donne l'occasion de discussions très très enrichissantes sur ce que nous avons vécu. Pour les gens plus jeunes, c'est assez différent parce qu'ils ne vivent pas dans le même paradigme que nous. Ils ont à traiter de problématiques beaucoup plus complexes comme celle du changement climatique que nous ne connaissions pas. Ils vivent dans un monde globalisé dans lequel les informations circulent très vite et où on a connaissance de tous les problèmes dans le monde.
J'aime bien rappeler que dans les années 80, il y avait une guerre atroce entre l'URSS et l'Afghanistan, et je suis à peu près persuadé que 80% des gens en France n'avaient même pas conscience que cette guerre existait. Aujourd'hui, on est au courant de tout ce qui se passe dans le monde et forcément, c'est un peu lourd à vivre. Mais parallèlement, la nouvelle génération dispose de moyens que nous n'avions pas. Il est beaucoup plus facile de créer, il est beaucoup plus facile de vendre, il est beaucoup plus facile de faire l'essentiel. Tous les domaines de la vie ont été bouleversés par les nouvelles technologies et ça, c'est une chance. C'est l'opportunité de créer un monde différent avec, bien entendu, des risques. Mais ça, c'est comme dans toutes les générations. Alors je me dis, in fine, que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je crois que je me dirais que le monde s'ouvre et qu'il y a des milliers d'opportunités. Et c'est sans doute mieux qu'un siècle en arrière, si on se projette en 1914, l'avenir pour un jeune de 20 ans, c'était jamais que d'aller se battre à Verdun. Alors, en leur donnant de l'espoir, de l'optimisme et de la joie de vivre. Parce qu'en fait, jamais dans l'histoire, on n'a su prévoir l'avenir. Le livre démontre bien que dans les années 70-80, nous étions totalement incapables d'imaginer ce que serait la vie en 2000 ou en 2020. Comment serait-on capable aujourd'hui d'imaginer ce que sera 2050 ? On ne le sait pas. Nous serons surpris quoi qu'il arrive. Alors, pourquoi ne pas se dire que 2050 sera agréable, même si, comme d'habitude, il faudra affronter des guerres, il faudra affronter des épidémies, des catastrophes naturelles et que sais-je. Mais la vie continuera et l'homme s'adaptera. Et du coup, dans la conclusion du livre, pour illustrer cela, je prends l'exemple des très nombreux couples qui aujourd'hui, des jeunes couples, qui aujourd'hui se disent « il est préférable de ne pas avoir d'enfants » parce que le monde est trop cruel, le monde est trop désordonné, le monde est invivable. Et je me permets modestement de penser le contraire, parce que je pense que ce n'est pas aux parents de décider si l'enfant sera heureux ou pas. L'enfant par lui-même aura les ressources, il sera jeune et il aura les ressources pour s'adapter au monde dans lequel il est. Et je l'exprime de la façon suivante, je vous lis un court extrait. Ce n'est pas aux parents de décider si l'enfant sera heureux ou non dans le monde futur. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Que penserions-nous si nos parents avaient renoncé à avoir des enfants ? Rien, évidemment, puisqu'on ne serait pas là. Mais dans les moments de bonheur, regrettons-nous qu'ils se soient aimés et qu'ils nous aient donné la vie ? Assurément non. Et moi, dans les pires moments de ma vie, sachant que je n'ai rien vécu de très grave, je n'ai jamais pensé que ce serait mieux s'ils s'étaient abstenus. Vive la vie. Eh bien, en tant qu'auteur notoirement inconnu, j'ai énormément apprécié d'être retenu par les éditions Baudelaire pour éditer mon livre. J'ai apprécié notre collaboration dans toute la partie fabrication, qui n'est pas si facile que ça. Et aujourd'hui, je continue l'expérience à travers la phase de commercialisation, en espérant que les résultats seront au rendez-vous et que le livre trouvera son public.